RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Laetitia Saint-Paul. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes député Horizon et indépendant et député du Maine-et-Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puisque vous avez été capitaine dans l'armée de terre, on va évidemment commencer par le budget militaire de la France. Dans le contexte de fortes tensions internationales, les députés ont voté aujourd'hui et ce soir, là, il y a quelques instants, la loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit 36 milliards d'euros supplémentaires pour les armées françaises. Est-ce que, avec cette trajectoire, vous pensez que la France disposera d'une armée à la hauteur des enjeux ? Alors oui, effectivement, nous venons à l'instant de voter la loi de programmation militaire rectificative et il était hors de question de s'arrêter au milieu du gué. En fait, nos armées ont eu vraiment du mal à se remettre de 20 ans de déflation et depuis 2017, donc moi j'ai été rapporteur au nom de la Commission des Affaires étrangères des 2 dernières lois de programmation militaire. Et nous avons porté l'effort de défense le plus important depuis la fin de la guerre froide. Donc c'était indispensable de porter cet effort de défense pour le porter à 2,5% du PIB en 2030. Cette trajectoire, Laetitia Saint-Paul, elle doit être validée chaque année lors du débat sur le budget de l'État. Est-ce que vous redoutez que l'élection présidentielle de l'année prochaine, 2027, ne puisse remettre en cause cette ambition ? Alors vraisemblablement, la plupart des candidats à l'élection présidentielle portent cet effort de défense parce que nous voyons bien que les domaines de conflictualité se multiplient. Traditionnellement, on pense terre, air, mer. Aujourd'hui, il y a le domaine sous-marin, cyber, nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, spatial, les enjeux de guerre hybride. Donc avec toutes ces sphères qui s'élargissent de conflictualité, et on voit bien que les conflits avant se succédaient à un rythme qui s'accélérait, aujourd'hui les conflits se superposent. Oui. Mais vous dites que tous les candidats semblent plus ou moins d'accord, mais en l'occurrence LFI n'était pas favorable à cette augmentation de budget à l'Assemblée. Oui, hormis l'extrême gauche... Ils auront un candidat ? Ils auront un candidat, effectivement. Je dirais que, hormis l'extrême gauche, cet effort est porté par à peu près tout le spectre politique, parce que les faits sont têtus. Nous sommes tenus d'assurer notre souveraineté. Est-ce que vous pensez que la présidentielle sera modifiée par justement ces enjeux-là? C'est-à-dire que forcément, les candidats vont devoir s'intéresser au sujet plus prégnant de l'actualité internationale plutôt qu'à des sujets comme le pouvoir d'achat, qui reste un sujet évidemment important et préoccupant pour les Français. Mais est-ce que le sujet de la défense va occuper une large place selon vous ? Alors, il me semble indispensable qu'il occupe une large place au regard de la situation actuelle. En fait, il n'y a jamais eu autant de personnes vivant en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale qu'aujourd'hui. Et moi, je suis convaincue que le régalien ne se délègue pas. Donc, que l'État et que les candidats à la présidentielle se recentrent sur les enjeux régaliens, je crois qu'il est temps. Alors, on va parler des conséquences, justement, de la guerre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui annoncera jeudi des nouvelles aides ciblées sur le carburant. Et il a indiqué que la situation allait durer. C'est une évidence face à l'enlisement des États-Unis dans la guerre en Iran. Le gouvernement est-il condamné, dans le fond, à faire des mesurettes au coup par coup ? Alors, malheureusement, moi je vis dans ma circonscription la souffrance des agriculteurs qui s'inquiètent par rapport au prix des engrais, le prix des carburants. Moi je le vis dans mon quotidien de député et je suis navrée par cette politique des petits pas. Moi qui porte les enjeux de défense et internationaux, je pense que la notion de souveraineté ne se pense pas que sur les enjeux militaires. Il y a la souveraineté énergétique, agricole, technologique. Et je pense qu'il est crucial que cet enjeu de souveraineté transverse
soit une question clé pour les prochaines présidentielles. Mais je crois que le gouvernement, enfin, beaucoup l'ont compris, et le problème, c'est la mise en œuvre de cette souveraineté qui met du temps. Comment on remplace effectivement les énergies fossiles. On n'est pas tout à fait au point sur, je sais pas, mettons les éoliennes ou la transition écologique, énergétique. La France n'est pas encore prête. En sachant qu'on a ce parc nucléaire qui nous a, pendant des décennies, permis une autonomie énergétique, enfin en tout cas hors matières fossiles. Et moi, je suis convaincue qu'il faut porter cet effort d'électrification. Et pour vous, qui êtes une Européenne convaincue, le fait qu'il n'y ait aucune harmonisation, qu'il n'y ait aucune coordination entre les pays européens sur la réponse à apporter à cette explosion des prix des carburants, est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que vous souhaiteriez que, dans ce domaine-là aussi, l'Europe trouve peut-être un chemin un peu plus commun? Oui, dans ce domaine comme dans d'autres... Moi, je ne peux pas comprendre qu'on n'arrive pas à avancer de concert. Enfin, je pense que pour peser aujourd'hui dans les enjeux mondiaux, il faut cette Union européenne, parce que l'Union fait la force. Toutes les décisions qui sont prises isolément montrent une certaine cacophonie, et qu'on arrive à s'unir. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux d'ingérence étrangère, et qu'on n'avance pas, qu'on ne montre pas un front commun. Oui, effectivement, ça me chagrine. Et pas à pas... Vous parliez de la souffrance, notamment des agriculteurs que vous rencontriez dans votre circonscription. Est-ce que vous sentez, dans la détresse actuelle d'un certain nombre de ces personnes, les ferments d'une explosion sociale? Parce qu'on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes, il avait surgi finalement pour moins que ça. C'était aussi des histoires de taxes et de prix des carburants, mais c'était beaucoup moins sévère qu'aujourd'hui. Oui, j'étais aux premières loges pour les Gilets jaunes, où il y avait cette impression qu'en gros on taxait le gazole pour les gens de la ruralité, et qu'à Paris on s'envolait au kérosène. Donc oui, la crise du carburant et du prix du carburant, enfin, je vois bien quand je fais mon plein, plus de 2 euros le prix du litre à la pompe. Après, il y a quand même cette compréhension que l'État ne peut pas tout, et qu'on prend de plein fouet les déséquilibres. C'est ce que disait Lionel Jospin. Eh bien, écoutez, je ne m'attendais pas à être jospiniste ce soir. Non, mais moi, je porte quand même qu'il faut que l'État se concentre sur le régalien. On se prend de plein fouet à chaque fois les grands déséquilibres mondiaux. Mais selon vous, est-ce que les Français ont compris la pédagogie qu'est en train d'instiller dans le fond le gouvernement, c'est-à-dire que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, et que lorsqu'il y a des guerres ou des chocs pétroliers, l'État, effectivement, pour reprendre l'expression, ne peut rien. Est-ce que les gens ont compris que finalement, il fallait vivre avec ces conflits au Moyen-Orient qui font grimper effectivement le prix de l'essence? Est-ce que les Français l'ont compris? Parce qu'on ne voit effectivement pas de signes de colère pour l'instant. Alors vous avez une certaine fatalité, voilà. Vous allez me taxer de bérouiste. Je crois vraiment que nos concitoyens... Après jospiniste, aujourd'hui, je me réinvente. Je pense vraiment qu'ils ont pris la mesure que la dette était un fardeau, et que finalement, le subvention à la pompe ne pouvait pas être envisagé dans la durée, que ça avait été un coût déjà conséquent pour nos finances publiques. Et ça, vous dites, c'est François Bayrou qui a bien fait son travail de pédagogie. Là, je crois qu'en tout cas, il a fait la pédagogie, qu'on ne pouvait pas s'endetter éternellement et creuser le déficit pour les générations futures. Et l'on voit finalement que les taxes sur les carburants rapportent moins qu'avant la crise. Pourquoi? Enfin, moi, je le vois plus bien. Dans un premier temps, et puis un peu moins maintenant, parce qu'il y a une baisse de la consommation, en fait. Et en fait, je le vois bien, enfin, dans la ruralité, il y a beaucoup de débrouilles. Finalement, ça incite au covoiturage. Il n'y a pas une seule fois où je prends le train. Moi, je prends le train ici, d'abord le TER, ensuite le TGV, pour relier Saumur à Paris. Il n'y a pas une seule fois où le train n'est pas bondé, que ce soit le TER ou la partie TGV. Donc finalement, il y a une réorganisation dans la tourmente, et j'espère, et d'ailleurs Laurent Marcangeli, mon président de groupe, a posé une question à Sébastien Lecornu aujourd'hui, eh bien,
enfin, que le gouvernement entend et qu'il y aura des solutions, oui, dans la durée, pas seulement des solutions de petits pas. Alors, on va parler de politique après, mais puisque vous l'avez souligné, puisque je crois qu'en décembre 2025, vous avez remis un rapport sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et là, on a vu en avril dernier, l'ANTS, c'est-à-dire l'agence qui émet des cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, a été la cible d'une cyberattaque. Est-ce que l'État français a sous-estimé on va dire la force de sous-estimer cette menace qui est de plus en plus importante. On a vu par exemple que dernièrement, un agent de tourisme, Pierre Vacances, je crois, qui a été aussi piraté pour les données des clients. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Alors, en tout cas, vous avez tout à fait raison sur cette crise des fuites de données. Donc la CNIL vient d'annoncer qu'on avait atteint un sommet cette année, qu'il n'y avait jamais eu une fuite aussi massive de données qui se revendaient dans le Darknet. Et la France est plutôt reconnue justement à l'échelle européenne et mondiale, notamment à travers l'agence Viginum, donc, qui travaille sur la désinformation et les ingérences numériques étrangères avec la CNIL. Il y a vraiment une organisation où ils travaillent en source ouverte et la France est reconnue. Mais elle est reconnue pour quoi ? Elle est reconnue pour être pionnière, puisque Emmanuel Macron, depuis les Macron Leaks, donc 2016-2017, eh bien, avait vu cette vulnérabilité, avait souhaité la création... Non, mais ce qui est curieux dans ce que vous dites, c'est que vous dites que la France est reconnue donc pour son efficacité, je suppose, mais elle est aussi connue pour être l'un des pays les plus touchés au monde. Apparemment peut-être en deuxième position derrière les États-Unis par les fuites de données qui sont souvent le résultat de cyberattaques. Donc ça, oui. c'est pas... Et comment on l'explique, ça ? Est-ce que ça veut dire qu'on est une proie plus intéressante que les autres, ou est-ce qu'on est peut-être tout simplement plus vulnérable, justement ? Alors, on a mis tout un tas de mesures en place depuis 10 ans pour y faire face. La France est davantage une proie que les autres. Oui, mais pourquoi ? Alors, je ne comprends pas bien le reconnu pour son efficacité et en même temps une proie prioritaire et avec des réussites de la part de ces cyberattaques. Quand il y a fuite de données, c'est que l'attaque a été réussie. Alors moi, je corrèle les ingérences étrangères avec les cyberattaques. Finalement, pour des raisons différentes, notamment la Russie, ils ne font pas un pacte chez le notaire, mais... ils ont intérêt à nous affaiblir. Donc, à l'échelle de l'Europe, nous sommes la deuxième proie après l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que nous sommes une puissance tout court, une puissance nucléaire, une puissance militaire, une puissance économique, parce que nous prenons des positions fortes. Nous soutenons Taïwan, nous soutenons l'Ukraine dans la durée. Donc, nous sommes une proie pour les ingérences étrangères. Et de fait, il y a un intérêt de nous attaquer à ce titre. Et pour la cybercriminalité, dans tous les cas, étant une puissance économique, il y a un gain à escompter. Et là, on ne pourra jamais assez rappeler à nos concitoyens d'être prudents, parce qu'avec ces fuites de données, finalement, la granulosité est très fine. Ils savent votre nom, votre date de naissance, votre adresse mail. Ils savent même quand vous avez changé votre carte bancaire. Donc, la police à Saumur m'a dit que le plus grand nombre de plaintes enregistrées, c'était justement pour des cyberattaques. Donc, il faut absolument être vigilant. Et quand une administration vous met la pression, jamais répondre, parce que c'est pas du tout le mode d'action d'une administration de vous mettre la pression pour répondre dans la demi-heure. Mais ça, c'est un lien avec la déstabilisation des pays comme la Russie. Oui, absolument. Donc ce sont les mêmes, en fait. En fait, ce ne sont pas les mêmes, mais leurs intérêts convergent. Donc la Russie est connue pour abriter beaucoup de cyberattaquants qui s'en prennent à nos intérêts. Ah oui. Pas forcément pour des raisons financières, mais pour des raisons de déstabilisation. En fait, voilà, c'est que la Russie a intérêt, on a bien vu avec Storm 1516, plus de 3 600 000 articles de désinformation publiés. Rappelez peut-être, Storm 1516, c'est pas forcément limpide pour tout le monde. Alors, c'est l'ingénierie mise en place par la Russie pour nous déstabiliser avec du blanchiment de l'information, avec des faux articles publiés, avec des faux comptes en nombre considérable. Et donc, le but de la Russie, c'est de nous déstabiliser. Pourquoi ? Parce qu'on soutient l'Ukraine.
Après, les cyberattaquants, le but, c'est de faire de l'argent. Mais in fine, les intérêts convergent et donc beaucoup de nos attaquants trouvent refuge en Russie. Et ça risque effectivement, à l'approche de la présidentielle, d'être un sujet encore plus... absolument. Donc là, je travaille étroitement avec Viginum. Donc ils ont présenté les conclusions par rapport aux élections municipales en France pour préparer les élections présidentielles. Mais plus ça va, quand même, plus nos concitoyens sont éclairés sur le sujet, conscients de cette vulnérabilité. Moi, j'ai proposé justement dans mon rapport qu'il y ait des clips télé à l'instar de Manger, Bouger, ou que Viginum puisse porter ce type de clip pour sensibiliser l'opinion publique avant les présidentielles. Et j'ai porté de refuser les algorithmes 3 semaines avant les scrutins pour qu'on n'ait pas des millions de faux comptes comme on a pu le voir en Roumanie. Est-ce qu'on a une idée de ce que coûtent toutes ces cyberattaques à l'économie française ? Je ne peux pas vous... Mais vous ne savez pas si des études sont faites, s'il existe des estimations ? Parce que ça doit avoir un coût, évidemment. Alors, ça a un coût certain. De toute manière, la sécurité, de manière générale, dès que vous prenez l'avion, vous voyez le dispositif de sécurité. Évidemment, ça a un coût. Alors, localement, moi, j'interroge mes entrepreneurs. Et il y a d'abord la honte qui prime. Pourquoi ? Parce que vous avez attaqué. Ça veut dire que des données de vos clients ont fuité. Ouais. Donc, il peut y avoir une rupture de confiance. Donc, les entrepreneurs ont honte d'avoir attaqué, ne se fédèrent pas nécessairement, ne partagent pas leur détresse. Et d'où l'idée qu'il y ait des antennes Viginum, CNIL délocalisées. Donc, en fait, c'est dur d'avoir des infos précises à ce niveau-là, des données chiffrées. Il nous reste assez peu de temps. Un petit mot, puisque vous avez déposé, ou vous allez, je ne sais pas, déposer une proposition de loi sur les rave parties. Ces fêtes géantes où on écoute de la techno, où pas mal de drogues circulent, sur des terrains occupés pour l'occasion, bien souvent illégalement. Vous dites qu'il y a un vide juridique en la matière et que vous voulez taper plus dur. Pourquoi y a-t-il un vide juridique aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, ma proposition de loi rêve partie illégale, je tiens à préciser illégale, a déjà été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, j'attends son inscription au Sénat. Et quel que soit le sujet que je porte, que ce soit le MeToo armé ou la loi rêve partie illégale, j'ai horreur de l'impunité, j'ai horreur de l'impuissance publique. Et il y avait un vide juridique sur la définition d'organisateur. Ouais. Donc, ma proposition de loi le comble. Et elle n'attend plus. Ça peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Finalement, mes collègues députés ont rehaussé et une peine de prison. Mais pourquoi ? Pas tant pour faire de la prison que pour donner les moyens de garde à vue, d'enquête à la police, gendarmerie, justice. Merci Laetitia Saint-Paul. Merci beaucoup et merci à Flore Simon, Sigrid Azerwal et Sacha Bamba pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique, évidemment. À très vite.